Les Simpsons ont plein de types d'épisodes différents, entre les épisodes d'histoire en mode fiction totale, et si la série n'a aucun fil rouge, elle a su très vite se réinventer grâce au concept des épisodes spécial horreur. Donc aujourd'hui, voyons les deux pires épisodes des Simpsons Horror Show. On ouvre l'épisode sur un gag du canapé assez spécial. La famille se retrouve dans un village perdu pour que Homer participe à un concours de gros mangeurs. Mais tout ça n'était qu'une ruse pour les attirer dans un village perdu et pour les sacrifier à la créature des mers, Cthulhu. Ce qui est logique vu que la ville était présente dans le guide des villes à visiter avant de mystérieusement disparaître, on aurait dû s'attendre à un piège. Mais avant d'être dévoré par les créatures, Homer fait appliquer la loi ancienne des prospectus qui les obligent à respecter ce qu'ils ont écrit sur le papier. Et donc Homer affronte la créature des mers dans un concours de gros mangeurs. Créature qui fait 10 mètres, qui pourrait manger l'île de France, même si je pense qu'elle recrachait Goussainville, elle affronte Homer dans un concours de gros mangeurs et perd, parce que Homer n'a pas pris de petit déjeuner. Et dû à sa victoire, il a le droit de lui demander ce qu'il veut comme récompense. Homer choisit après avoir mangé des fruits de mer de manger Cthulhu, le dieu des mers. J'en ai assez vu. Commençons la première histoire. On se retrouve sous la mer dans le QG secret de Maple pour la présentation de leur nouveau téléphone, présenté par leur défunt CEO. Et pendant que leur marque s'occupe de distraire l'humanité avec leur téléphone, un groupe d'aliens qui s'était infiltré sur Terre va envoyer des spores qui transforment l'humanité en zombies. Mais bon, trop distraits par leur téléphone, ils ne prêteront pas attention à l'invasion alien. Bart et Milhouse vont rendre un BD chez le vendeur de BD qui lui s'est déjà changé en zombie alien. Et une fois qu'ils ont remarqué son langage un peu trop old school, ils s'enfuient. Bart rentre à la maison et trouve Marge qui elle est déjà transformée et qui essaie de le capturer. Mais Dieu merci, il y a toujours le shooter officiel des Simpsons pour sauver la situation, Maggie. Bart et Lisa se rendent au poste de police pour informer le chef Wiggum de la situation, mais lui aussi est en partie déjà un zombie, et c'est lui qui viendra les aider à échapper au zombie chef Wiggum. Mais bon, on n'oubliera pas que Lou reste un personnage secondaire et qu'il est noir, donc il sera rapidement capturé et changé en zombie. Ce qui est aussi quelques minutes après le cas de Bart et Lisa, qui après un passé avec beaucoup d'hallucinations et une référence à un autre cartoon de Matt Groening, se retrouvent téléportés sur la planète des aliens. Ils expliquent qu'ils ont envoyé la Terre car ils estimaient que les humains ne profitaient pas assez de la beauté de la vie et qu'ils étaient trop scotchés à leur téléphone. Et donc être sur cette planète va leur permettre de profiter de la vie loin des écrans. Mais bon, il y a un arbre Père Noël qui leur offre des nouveaux smartphones, ce qui les redéconnecte à nouveau. Je commence à comprendre pourquoi c'est l'un des pires épisodes parce que on voit qu'il y a un message qui essaie d'être transmis, mais c'est tellement mal fait que quand tu finis l'histoire, on est à nouveau au statu quo. Deuxième histoire, Bart se réveille à côté de Nelson et de Milhouse, accrochés et enfermés dans une pièce qui leur sert de prison, sans se souvenir comment ils sont arrivés ici. Ils sont attachés par les pieds et essaient de se souvenir de ce qui s'est passé avant qu'ils atterrissent ici. Ils étaient une soirée pyjama chez Milhouse et ils ont reçu une caisse de jus d'orange. Sans y prêter réelle attention, ils boivent le jus d'orange et quelques minutes après, Bart et Milhouse s'évanouissent. Là où Nelson essaie de voler leur argent avant qu'il tombe lui-même dans les pommes. Il se demande qui les a enfermés et pourquoi ils sont là, avant que la porte s'ouvre et qu'on découvre Lisa. Mais pas la Lisa d'habitude, une Lisa mentalement dérangée qui joue plusieurs personnages. Tiens. De quel film cet épisode pourrait bien s'inspirer? Pendant ce temps, Marge et Homer s'inquiètent de la disparition de Bart, mais Lisa les informe que Bart restera une nuit de plus chez Milhouse. Une fois de retour dans la prison, les garçons essayent de s'échapper en cassant la porte. Mais en vain, elle est trop dure pour être cassée par la tête de Milhouse. Ils ont tout essayé même de se manger les membres, mais bon, problème, Milhouse est allergique à lui-même. On est à un niveau sur l'échelle du loser jamais vu. Lisa revient sur un autre personnage, un homme écossais, et les libère, mais leur dit de faire attention à la bête. Une fois sortis de cette prison, les garçons tombent face à Lisa, la bête, qui compacte Milhouse et mettra fin au jour de Nelson. Et avant d'en finir avec Bart, ils lui demandent qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter tout ça. Et c'est là qu'on découvre que Bart avait trafiqué l'une des interros de Lisa en mettant des fausses réponses. Le plus fou, c'est que Madame Hoover est clairement consciente que ces réponses ont été ajoutées par Bart, mais décide quand même de noter Lisa avec un F, ce qui va la faire devenir folle. Mais dans un dernier élan d'espoir, Bart lui rappelle que c'est son frère et qu'il sera toujours à ses côtés. Ce qui pour lui marche, et c'est grâce à ça qu'il sauve sa peau. Là où Milhouse verra pour toujours en tant que déchet compacté. Tout ça à cause d'un petit F sur l'interro de CE2. L'histoire qui ferme cet épisode s'ouvre sur un parc, qui a pour thématique les dinosaures, qui est en réalité juste une maquette de Monsieur Burns, qui une année plus tard créera ce parc, qui n'est finalement pas un parc à dinosaures, mais une maison de retraite pour les personnes âgées. Les Simpsons partent en visite voir Abraham, qui réside dans cette nouvelle maison de retraite créée par Monsieur Burns. Et ils ont vraiment l'air en forme. Même Topman retrouve ses habilités de taupe. Bizarre. Ça a l'air d'être le paradis pour les personnes âgées. En parlant avec grand-père, Homer réalise qu'il n'a jamais eu l'air plus vivant que maintenant. Et pour lui faire plaisir, vu qu'il fait un peu froid, il décide d'augmenter la température du dôme où résident les personnes âgées. Très grosse erreur. Et malgré les préventions du spot qu'ils ont vu en amont, qui disait bien que le centre mélangeait sciences aléatoires et non testées sur les personnes résidant dans le parc, en augmentant la température, Homer a transformé toutes les personnes âgées en dinosaures enragés. En essayant de s'échapper, les Simpsons tombent sur grand-père, transformé en dinosaure. Et malgré la peur qui les habite, la seule personne qui va essayer de créer une communication avec grand-père, c'est Lisa. Il croit que la rage des grands-pères et des grand-mères dinosaures vient du fait qu'on les écoute jamais et qu'on les considère pas comme des personnes. Et bon, Lisa c'est la plus intelligente et elle a raison. Une fois qu'ils se sentent valorisés, ils redeviennent des vieux classiques, juste sous la forme de dinosaures. On est en pleine période électorale lors de l'ouverture de l'épisode. Plusieurs candidats se présentent et Homer, au lieu d'aller voter, préfère faire la grasse mat. Marge l'appelle pour le forcer à voter car son vote a de l'importance, comme tous les votes. Elle lui dit de penser aux 3 choses les plus importantes pour lui. Il devrait être ses enfants, mais bon, il pense à la bière, aux donuts et aux bretzels. Vraiment, de toutes les sucreries du monde, un bretzel la plus dégueu. Donc Homer se pointe rapidement au poste de vote, hésite sur le candidat pour lequel voter. Mais Lisa lui fait un récapitulatif des 4 dernières années et se rend compte pour qui il doit voter. Mais malheureusement, un Homer responsable, ce serait vraiment trop beau. Toute la partie où il votait n'était qu'un rêve. Marge
le réveille et lui rappelle l'importance de son vote, là où lui ne voit pas comment son vote pourrait faire changer quelque chose. Coupure, et c'est littéralement la fin du monde. Guerre, famine, pauvreté, tout ça parce qu'ils ont choisi le mauvais candidat. Alors quand on vous dit d'aller voter, c'est important, réveillez-vous. Oui, je parle aux habitants de Saint-Denis, j'oublie pas. On retrouve Bart qui prépare une boîte de jouets à donner à une œuvre de charité. Jouets qui au cours des années ont été assez maltraités, découpés, brûlés, j'en passe. Les jouets qu'il donne ont en réalité une conscience. Après qu'il ait eu un nouveau jouet Radioactive Man qui contient de la vraie radioactivité, parce que bon, faut toujours aller plus loin dans le marketing, dès son arrivée on lui explique que Bart n'est pas un simple gentil garçon et qu'il torture pas mal ses jouets. Et Radioactive Man ne fera pas exception, pendant qu'il joue avec lui, il le met dans le micro-ondes et le fait exploser. C'est l'acte de trop pour les jouets de Bart, qui décide de se venger. Ils attendent qu'il s'endorme, prennent son corps dans la cabane et le passent à tabac, avant de le transformer lui aussi en un jouet démuni d'émotion, qui ne peut plus que parler si on lui tire son fil. Lui qui avait torturé ses jouets pendant des années, se retrouve au même stade qu'eux, un jouet mais sans la conscience, et finit ses jours torturés par ces mêmes jouets à qui il a fait du mal. Une histoire sans retour en arrière et sans vrai message à part le fait de ne pas acheter des jouets. On retrouve Homer en train de dormir au travail, un peu comme d'habitude, et en même temps comment ne pas dormir après avoir ingurgité littéralement tous les bonbons prévus pour Halloween. Marge l'appelle pour lui rappeler qu'il a besoin de bonbons pour ce soir. Homer doit maintenant trouver des bonbons à tout prix, donc il fait le tour de la centrale nucléaire pour en trouver. Il en cherche dans toutes les machines, dans toutes les pièces, même dans une pièce où Monsieur Burns retient 2 enfants, en mode Epstein, et tombe sur une machine dans une pièce cachée de la centrale. Cette machine ressemblant moyennement à une qui vendrait des snacks, et en réalité une machine qui sert à la centrale. En essayant d'insérer une pièce, qui ne rentre pas parce que c'est clairement écrit USB, Homer ouvre un portail transdimensionnel, et fait sortir de ce portail 2 versions de lui-même qui ont atterri dans son univers. Une princesse Homer, un Homer dans un univers noir, un japonais Homer, et un cartoon classique Homer. Et tous ensemble, ils vont fonder un groupe. Et malheureusement, leur joie sera de courte durée. Après que Marge les ait appelés en ouvrant une canette de bière, Lisa en chantant leur explique que s'ils ne rouvrent pas la brèche de la même façon dont ils l'ont ouvert la première fois, ils risquent de tous disparaître pour toujours. Et donc ils décident tous de retourner à la centrale. Et une fois arrivés à la centrale, quelqu'un les bloque, Monsieur Burns, qui utilise le portail transdimensionnel pour avoir des travailleurs non déclarés. Ah, les multimilliardaires, des bons gars dans le fond. Mais bon, il y a 5 Claude contre Monsieur Burns, ils ont facilement l'avantage. Jusqu'au moment où ils se retournent et se rendent compte que Monsieur Burns a convoqué 4 versions alternatives de lui-même, qui battent tous les Homers de façon assez simple. Monsieur Burns peut garder le portail transdimensionnel, jusqu'au moment où un Smithers de l'univers noir lui dit que dans son univers, Monsieur Burns est son larbin. Et donc pour éviter de donner des idées aux Smithers de son univers, il décide de renvoyer tout le monde chez eux. Et Homer peut enfin retrouver Marge, qui elle a besoin que d'un seul Homer. C'est le 9e anniversaire de Lisa, après 30 ans d'existence, et elle a peur de grandir et de passer à une nouvelle étape de sa vie. Mais bon, elle doit quand même se lever car aujourd'hui c'est sa fête. On trouve Krusty qui distribue des ballons. D'ailleurs, je comprendrais jamais pourquoi Krusty est toujours aux anniversaires des Simpsons. C'est pas censé être genre une méga célébrité? Bref, Sherry et Terry sont là et font la remarque à Lisa que son anniversaire est rempli de losers. Ce qui est plutôt vrai quand tu vois que le truc le plus intéressant, c'est Ralph qui rôde des paillettes. Lisa est tellement ennuyée qu'elle dit qu'elle préférait disparaître qu'être présente. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle se fait renverser dans son propre salon par le vieux Gilles. Mais au lieu de disparaître à jamais, elle revient au point de départ. Et tout est pareil qu'au début. Elle croit que c'était un rêve, mais en faisant une petite décision différente, elle réussit à vivre plus longtemps dans cette boucle. Elle se rend compte qu'elle pourra contrôler toute sa vie comme ça. Mais avant, elle est prise à part par Nelson, qui veut lui parler car elle a l'air au courant de son problème. Mais avant même qu'il ait eu le temps de dire un mot, la cabane de Bart s'effondre sur eux, ce qui leur fait recommencer la journée d'anniversaire de Lisa. Nelson lui explique qu'ils sont coincés dans une boucle temporelle, où leur destin à chaque fois c'est d'avoir une fin tragique. Et donc ils vont essayer de passer la journée d'anniversaire de Lisa en repoussant un maximum l'arrivée de leur disparition. Ils partent chercher une solution dans le seul endroit qui peuvent les aider. Non, pas l'église, chez Jeff, le vendeur de BD. Il explique toutes les solutions qu'il connaît par rapport au film qu'il a vu. Le problème c'est que toutes les solutions ne marchent pas. Dans leur cas, ils ont déjà essayé toutes ces solutions. Et oui, c'est pas la première fois qu'ils viennent le voir. Ils sont déjà venus le voir plus de 900 fois. Mais Lisa se rappelle d'une chose. La cause de son premier décès, c'est le vieux Gilles. Et donc ils prennent la décision tout simplement de faire disparaître le vieux Gilles pour ne plus être bloqué dans la boucle temporelle. Et une fois ça fait, Lisa peut enfin terminer sa journée d'anniversaire. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.